L'intelligence artificielle, c'est vraiment partout. Une révolution là, qui demande une puissance de calcul phénoménale, mais qui fabrique les moteurs derrière tout ça? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une rivalité techno intense qui façonne notre avenir numérique. Hmm. On va décortiquer ensemble la compétition féroce entre deux géants des semi-conducteurs, NVIDIA et AMD. C'est pour la domination du marché, super crucial des puces pour l'IA. Une vraie course à l'innovation avec des implications majeures, là. Exactement. Pour cette analyse en profondeur, on s'est basé sur pas mal de choses, hein. Des articles techno récents, des résultats de tests de performance de 2025, des discussions techniques assez éclairantes trouvées en ligne, puis aussi les comptes rendus d'événements comme le Computex. Une bonne base, oui. Notre mission aujourd'hui, là, démystifier un peu leur stratégie, comprendre les technologies distinctives comme CUDA, identifier les forces puis les faiblesses de chacun. Puis surtout saisir pourquoi cette bataille au sommet est si déterminante pour l'évolution de l'IA puis de l'informatique en général. Fait que prêt à creuser ça? Allons-y. OK. Pour commencer, pourquoi on parle autant de ces puces-là? C'est assez simple, hein? L'IA, surtout les modèles complexes, genre ceux qui génèrent du texte ou des images, ça a un appétit gargantuesque pour les données puis les calculs. C'est ça. Cette demande-là, elle explose partout, dans les centres de données, les supercalculateurs, même dans nos appareils de tous les jours. Exactement. Puis pour comprendre la situation actuelle, il faut regarder un peu en arrière. Tu sais, NVIDIA, ils sont pas arrivés là par hasard. Historiquement, les processeurs graphiques, les GPU, ça servait au graphisme des jeux vidéo. Oui, c'était juste pour ça au début. C'était leur fonction première, assez rigide même. Ils prenaient des modèles 3D, des textures, puis ils sortaient une image à l'écran. C'était un processus, disons, assez fixe. Mais j'ai eu un changement, non? Quelque chose qui a tout fait basculer. Oui, le premier gros changement, ça arrivait en 2001 avec les shaders programmables. Ça a rendu les GPU plus flexibles. Ils pouvaient faire des effets plus complexes, tu sais. OK. Puis ensuite est arrivé CUDA. Compute Unified Device Architecture. L'idée de génie qui vient au départ d'un étudiant qui bidouillait pour faire du calcul scientifique avec ses GPU un peu plus flexibles. Ah oui? Oui, l'idée, ça a été de réaliser que la puissance de calcul parallèle, vraiment massive des GPU, pouvait servir à toutes sortes de calculs scientifiques, pas juste l'affichage. Fallait y penser. Et NVIDIA a vu le potentiel. Ben oui. NVIDIA a senti la bonne affaire. Ils ont embauché l'étudiant en question, puis ils ont pris le pari, quand même audacieux à l'époque, de rendre leur GPU complètement programmable via CUDA. Et ça a changé la donne. Ça a été une révolution pour le calcul haute performance. Imagine, du jour au lendemain, certains calculs scientifiques sont devenus 50, voire 100 fois plus rapides. Wow! 100 fois! Et le lien avec l'IA, ça s'est fait quand précisément? Le moment clé, c'est 2012. Pendant la compétition ImageNet sur la reconnaissance d'images, il y a un chercheur qui a utilisé des GPU NVIDIA pour entraîner un réseau neuronal profond. À l'époque, beaucoup pensaient que c'était impossible, que ça demandait beaucoup trop de calculs. Mais il a carrément pulvérisé la concurrence. Incroyable. Ça a prouvé que l'IA à grande échelle, c'était possible, mais grâce aux GPU. Alors là, NVIDIA a vu le potentiel, puis ils ont misé à fond sur l'IA. CUDA est devenue la plateforme quasi incontournable pour développer les logiciels d'IA pendant une bonne dizaine d'années. Ce qui nous amène à aujourd'hui où NVIDIA domine largement. Les chiffres sont fous. Environ 80% du marché des puces pour l'IA, c'est colossal. C'est énorme. Puis leur succès financier est spectaculaire. Fin 2023, leur bénéfice net trimestriel a bondi de 769 et leur chiffre d'affaires de 265 Le PDG Jensen Huang, il dit que la demande explose partout dans le monde. Oui, puis cette domination, elle repose sur plusieurs piliers solides. D'abord, le matériel lui-même, la puissance brute. Oui. On a parlé du H100, cette puce à 40 000 pièce. Elon Musk avait dit qu'elle était plus difficile à trouver que de la drogue. Carrément, c'est dur. Puis là, maintenant, ils ont annoncé la Blackwell B200. Elle pourrait multiplier par 5, supposément, la vitesse d'entraînement des modèles d'IA. 5 fois? Oui. Puis les classements de performance de 2025 qui confirment ça. La nouvelle carte grand public, la RTX 5090, elle est en tête partout. Jeux, ray tracing, IA, rendu 3D. Mais c'est pas juste une question de puissance brute, si j'ai bien compris. Il y a une spécialisation pour l'IA aussi.
Absolument. Au cœur de leurs GPU récents, on trouve les Tensor Cores. Ça, ce sont des unités de calcul spécialisées, conçues spécifiquement pour accélérer les calculs matriciels, qui sont essentiels en apprentissage profond, le deep learning. D'accord. C'est un avantage technique clé. OK, donc matériel puissant et spécialisé. Mais tu as mentionné CUDA comme état fondamental. Oui, fondamental. C'est l'écosystème logiciel CUDA. C'est cette architecture qui permet aux développeurs d'exploiter facilement la puissance parallèle des milliers de cœurs d'un GPU NVIDIA pour leur programme. Comment ça marche concrètement? Ça inclut des technologies comme la mémoire unifiée qui simplifie beaucoup la communication entre le processeur central et le GPU, en évitant des transferts de données constants et complexes. Il y a aussi des bibliothèques logicielles super optimisées puis une compatibilité étendue avec tous les grands outils de développement IA comme PyTorch qui sont souvent bâtis autour de CUDA. Donc c'est vraiment ça la sauce secrète d'NVIDIA, au-delà de la puce elle-même, l'écosystème. D'avoir bâti cette espèce de forteresse logicielle avec CUDA. C'est ça le vrai rempart concurrentiel. Parce que même si un concurrent arrivait avec une puce aussi puissante ou même moins chère, refaire tout le logiciel pour que ça fonctionne bien sans CUDA, ça coûte extrêmement cher en temps pis en ingénieur. Beaucoup d'entreprises préfèrent donc payer plus cher les puces NVIDIA pour utiliser l'écosystème qu'elles connaissent déjà et qui marche. C'est un avantage énorme, effectivement. Une stratégie fascinante. Et ça s'arrête pas là, d'après ce que j'ai lu. Non, leur stratégie va au-delà du matériel. NVIDIA investit aussi dans des startups d'IA prometteuses, que ce soit en reconnaissance faciale, en cartographie pour les voitures autonomes. Ils collaborent avec des labos de recherche de pointe, comme ceux de Berkeley puis du MIT. Ils construisent vraiment tout un écosystème autour d'eux. OK, le portrait du leader est assez clair. Mais en face, AMD, ils restent pas les bras croisés. Ils sont clairement le challenger principal, puis ils mettent la pression, notamment avec leurs annonces récentes au Computex. Tout à fait. AMD mène l'offensive sur plusieurs fronts. Pour les centres de données, ils ont leur gamme Instinct. Le MI300, c'est leur produit actuel, mais ils ont annoncé le MI325X pour bientôt. Le MI325? Oui, pour concurrencer le H200 de NVIDIA. C'est une version améliorée du MI300, surtout avec de la mémoire HBM3E plus rapide. HBM3E, ça veut dire quoi pour la performance? Juste pour être sûr. HBM, c'est High Bandwidth Memory. C'est une mémoire ultra rapide qui est empilée très très près de la puce principale. Imagine un réservoir d'essence hyper performant juste à côté du moteur. Ça évite les goulots d'étranglement pour alimenter ces monstres de calcul en données. La version E, c'est juste une évolution encore plus rapide. D'accord, merci. Et ils ont une vision à plus long terme, AMD? Oui, ils ont présenté une feuille de route assez claire. Après le MI325X, il y a le MI350 prévu pour 2025. Celui-là serait gravé en 3 nanomètres, donc plus fin, plus efficace, puis il supporterait des formats de données optimisés pour l'IA, comme le FP4 et le FP6. FP4, FP6. Encore du jargon. Ça apporte quoi, ça, concrètement? En gros, ce sont des formats de nombres à virgule flottante avec moins de précision. FP4, ça utilise juste 4 bits. L'avantage, c'est que ça permet de faire plus de calculs IA avec moins de bandes passantes mémoire puis moins d'énergie. Esquisse rapide, mais efficace au lieu d'un portrait hyper détaillé, mais beaucoup plus lent et gourmand. C'est une optimisation clé que NVIDIA pousse aussi avec Blackwell d'ailleurs. Intéressant. Et après le MI350? Après, AMD prévoit le MI400 avec une nouvelle architecture CDNA Next prévue pour 2026. Leur message, c'est clair. L'innovation continue, on ne lâche pas. Leur vice-président, Brad McCready, il dit qu'il repousse constamment les limites. Et côté logiciel, ils font quoi pour essayer de contrer l'énorme avantage de CUDA? Ils proposent HIP comme équivalent. ROCm HIP pour être précis. La syntaxe est similaire à CUDA, puis HIP peut même, dans certains cas, compiler du code CUDA directement. Ah, ça, c'est pas mal. C'est un bon argument, mais soyons clairs, c'est pas encore parfait. Il y a encore des problèmes de compatibilité, des bibliothèques moins matures que celles d'NVIDIA, mais AMD progresse. Puis on voit de plus en plus d'outils logiciels qui essaient de supporter d'autres plateformes que juste CUDA, justement pour éviter la dépendance. C'est logique. Mais c'est un travail de longue haleine pour eux de rattraper des années d'avance d'NVIDIA sur l'écosystème logiciel. D'accord. Puis si on regarde les performances maintenant, plus pour le grand public, dans les classements 2025, AMD arrive à rivaliser au sommet?
Leur meilleure carte actuelle, la Radeon RX 7900 XTX, elle est performante, oui, mais elle reste derrière le peloton de tête NVIDIA d'après les tests de 2025. La nouvelle RX 9070 XT qui a été annoncée, elle semble bien se placer, très compétitive en milieu haut de gamme. Mais pas tout en haut. Non, elle ne semble pas combler l'écart tout au sommet, surtout pour le ray tracing, cette technique de rendu graphique super réaliste, mais très gourmande, puis pour l'IA pure et dure. Il leur manque l'équivalent des Tensor Cores dédiés de NVIDIA. OK. Et leur techno d'upscaling, FSR, Fidelity FX Super Resolution, même si elle s'améliore, elle est souvent jugée un peu moins mature ou moins efficace que le DLSS de NVIDIA pour reconstruire une image nette à partir d'une résolution plus basse. Mais AMD doit bien avoir des points forts quand même, des cartons son jeu. Bien sûr, historiquement, ils sont très, très forts sur les processeurs pour PC, les CPU, avec leur gamme Ryzen. Le Ryzen 9 7950X 3D, par exemple, est souvent cité comme excellent pour les jeux. Pourquoi celui-là spécifiquement? À cause de son énorme cache L3 3D, c'est une sorte de turbo de mémoire cache empilé directement sur le processeur qui garde les données importantes du jeu tout près des cœurs de calcul. Ça booste les performances en jeu de façon significative. Par contre, cette spécialisation le rend parfois un peu moins polyvalent pour d'autres tâches de production lourdes comparées à un CPU plus standard. Intéressant comme compromis. Et sur d'autres aspects? Les classements 2025 montrent aussi qu'AMD fait de beaux progrès en efficacité énergétique avec leurs nouvelles cartes comme la RX 990. Souvent, ils offrent aussi un meilleur rapport performance-prix, particulièrement en milieu de gamme. C'est souvent leur argument, ça. Oui. Et un point important, mentionné dans les sources, leur support logiciel et pilotes a tendance à durer longtemps et à bien vieillir, ce qui peut rendre leur carte intéressante sur le long terme. Et ils poussent aussi l'IA sur les PC personnels, j'ai vu ça. Pas juste dans les serveurs. Oui, tout à fait. Ils intègrent des capacités IA directement dans leurs processeurs avec les séries Ryzen AI 300 puis Ryzen 9000 pour les PC portables et de bureau. Ils annoncent des partenariats avec Microsoft, Zoom puis d'autres pour, mettons, améliorer les appels vidéo, optimiser la batterie, ce genre de choses grâce à l'IA locale. C'est un autre front de bataille important pour eux. OK, bon, je pense qu'on a un bon portrait des forces en présence. NVIDIA, le leader, bien installé avec son écosystème CUDA puis sa puissance brute, surtout en haut de gamme. Puis AMD, le challenger qui mord au talon avec des produits de plus en plus forts, une stratégie sur plusieurs fronts. Mais au final, pourquoi est-ce que cette guerre des plus est si importante? Qu'est-ce que ça change pour nous, pour l'industrie? C'est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, cette concurrence acharnée, c'est un moteur incroyable pour l'innovation. Ça pousse NVIDIA puis AMD à se surpasser constamment. Ouais. Nouvelles architectures, puces plus rapides, plus efficaces énergétiquement. Et au bout du compte, ce sont les consommateurs, les entreprises, la recherche scientifique qui en bénéficient avec du matériel toujours plus performant. Ça semble clair. Et les enjeux économiques doivent être énormes, j'imagine. Colossaux. Le marché de l'IA est en pleine explosion. La valorisation boursière d'NVIDIA a atteint des sommets stratosphériques, au point que certains se demandent si c'est pas une bulle spéculative basée sur des promesses peut-être pas encore toutes concrétisées. La fameuse bulle IA. Exactement. Il y a aussi des risques importants, la dépendance de toute l'industrie à un seul fabricant de puces de pointe, comme TSMC à Taïwan. C'est un risque géopolitique majeur. Les tensions internationales pourraient limiter l'accès à certains matériaux essentiels. Puis il ne faut pas oublier l'émergence de nouveaux acteurs. Apple, Google, Tesla, ils développent tous leurs propres puces IA maison. Ça pourrait redistribuer les cartes. C'est vrai, le paysage pourrait changer vite. Une des sources soulevait aussi une question intéressante sur l'évolution même du marché IA. La différence entre l'entraînement et l'inférence. Oui, c'est une question clé. Aujourd'hui, l'entraînement des modèles IA, la phase d'apprentissage intensive qui demande énormément de puissance, c'est le gros du marché pour ces puces très chères comme celle d'NVIDIA. C'est un peu comme envoyer un étudiant à l'université pendant des années. Ça coûte cher en ressources. Et l'inférence, c'est quand l'étudiant travaille après. C'est ça. L'inférence, c'est l'utilisation quotidienne de ces modèles une fois qu'ils sont entraînés. Faire une prédiction, traduire une phrase, reconnaître une image sur une photo. Chaque action demande moins de puissance que l'entraînement initial, mais c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent. Ça se passe partout, tout le temps. Mm-hmm. La grosse question, c'est
Est-ce que ce marché de l'inférence va devenir économiquement plus important que celui de l'entraînement à l'avenir? Et si oui, est-ce que NVIDIA a conservé sa domination écrasante ou est-ce que ce marché sera plus partagé, peut-être avec des puces différentes, moins chères, plus économes en énergie, ou AMD ou d'autres pourraient mieux tirer leur épingle du jeu? C'est une excellente question pour l'avenir, ça. Donc, au final, choisir entre NVIDIA et AMD aujourd'hui, c'est pas si simple. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Exactement. Ça dépend vraiment des besoins spécifiques. Les classements 2025 le montrent bien. NVIDIA domine le très haut de gamme, le calcul IA intensif, le ray tracing avancé, souvent grâce à l'écosystème CUDA puis aux Tensor Cores. Oui. AMD est très compétitif sur le milieu de gamme, excellent en rasterisation, le rendu graphique plus traditionnel et offre souvent un bon rapport performance-prix puis une bonne efficacité énergétique sur leur nouvelle génération. Il n'y a pas une seule réponse, c'est un compromis à trouver entre la performance brute pour une tâche précise, le coût, l'importance de l'écosystème logiciel pour ce qu'on veut faire et même la consommation électrique. Bon, pour résumer un peu cette exploration assez dense, NVIDIA est le leader actuel, c'est clair, fort de son avance technologique historique, avec CUDA puis d'une innovation constante qu'il maintient au sommet, surtout pour les besoins les plus pointus en IA et en graphisme. C'est ça. AMD est un challenger très sérieux qui investit massivement, qui propose des produits de plus en plus compétitifs, puis qui rend la course vraiment passionnante, surtout en milieu de gamme et sur l'efficacité. Cette concurrence, au final, elle stimule tout le secteur. Tout à fait. Puis il ne faut peut-être pas oublier un troisième acteur potentiel, Intel. Ah oui, Intel, on n'en a pas beaucoup parlé. Non, parce qu'ils progressent plus lentement avec leur carte graphique Arc. Mais ils sont là. Les classements 2025 montrent des performances correctes, disons, en entrée et milieu de gamme. Leur gros défi, ça a toujours été les pilotes logiciels, qui étaient un peu instables au début. C'est souvent le problème. Oui. Mais s'ils arrivent à vraiment améliorer ça, même s'ils restent loin derrière en performance pure tout en haut, ils pourraient jouer un rôle plus important à l'avenir, peut-être en mettant de la pression sur les prix dans certains segments plus abordables. C'est un point intéressant à surveiller, effectivement. Absolument. Et pour finir, peut-être une pensée un peu provocatrice, là. Au-delà de la course à la puissance brute qu'on voit dans les benchmarks, la vraie bataille pour la prochaine décennie de l'IA, elle pourrait se jouer ailleurs. Ah oui? Où ça? Peut-être sur l'efficacité énergétique. Comment on va faire pour fournir toute cette puissance de calcul sans consommer des quantités d'énergie complètement déraisonnables? Ça devient un enjeu majeur économique et écologique. C'est sûr. Plus simple pour que le plus grand nombre de développeurs, pas juste les super experts, puissent réellement exploiter cette puissance et créer des applications IA innovantes. Est-ce que l'écosystème logiciel CUDA va rester le bastion imprenable d'NVIDIA ou est-ce qu'une approche plus ouverte, plus multiplateforme comme celle que tente AMD avec HIP ou d'autres initiatives open source finira par s'imposer et démocratiser l'accès à la performance en IA? Fascinante question pour l'avenir. C'est une question qui promet d'animer les prochaines années, c'est certain.